Merci beaucoup pour cet accueil. Je vais donc vous présenter 5 de mes travaux qui couvrent une période de 13 ans en fait. Ce sont tous des équipements publics. Et à travers ces projets, je parlerai des dispositifs architecturaux qui contribuent à une certaine qualité environnementale. Qualité environnementale, vous savez, la qualité environnementale, elle recouvre beaucoup d'aspects des économies de chauffage, enfin, il y a énormément de choses. Et moi, dans cette qualité environnementale, il y a un point sur lequel mes projets sont particulièrement travaillés, c'est sur le rapport qu'ils entretiennent avec les sites, avec les spécificités des sites, avec ces contextes, avec l'histoire des lieux, la culture locale, le paysage, pour en faire la matière d'une architecture contemporaine qui est empreinte de l'influence de ce site. Donc en fait, le premier de ces projets est une aire d'autoroute qui a été achevée en 1998. Et c'était mon premier projet un peu important. Et sur ce projet-là, il y avait un objectif du maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'était à la fois la société d'autoroute, la SANEF, et puis le Conseil général de la Somme. Ils avaient un objectif qui dépassait le programme ordinaire d'une aire d'autoroute, station-service, sanitaire. C'était de faire découvrir la région à des gens qui viennent la Somme, c'est le nord de la France. Et cette autoroute, c'est une autoroute nord-sud qui vient de Belgique ou du tunnel sous la Manche et puis qui va vers le sud. Et donc, le maître d'ouvrage était conscient que les gens qui allaient s'arrêter là allaient s'arrêter pour aller aux toilettes ou prendre de l'essence, mais qu'en même temps, c'était l'occasion de communiquer à ces gens qui s'étaient arrêtés en endroit dont ils n'avaient pas idée, de leur montrer ce que pouvait être la région. Donc ça, c'était l'objectif du maître d'ouvrage. Et pour moi, j'avais un autre objectif personnel sur ce projet-là. Après avoir visité beaucoup d'aires d'autoroute à l'époque du démarrage de ce concours, aires d'autoroute sur lesquelles j'avais une grande déception, c'était qu'on était sur ces aires d'autoroute dans un espace complètement clos et on n'avait aucune conscience du territoire sur lesquels étaient implantées ces aires. Donc le projet est finalement une espèce de rencontre entre ces deux envies, la mienne et celle du maître d'ouvrage. Et donc le point de départ, c'est un terrain, un espèce de grand plateau sans repère. C'est vrai que la première fois que je suis allé sur le terrain, je me suis dit mais on est près de la baie de Somme, qui est donc un espace naturel proche de la mer assez connu, mais on ne sait pas où elle est, on ne la voit pas. C'est-à-dire que le plateau, on avait une espèce de... On avait l'impression qu'il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien à quoi se raccrocher. Et donc il a fallu faire une analyse un peu plus fine que cette première impression. C'est-à-dire regarder la carte, donc l'aire se trouve sur... elle est ici. On voit la flèche là, oui. Elle est ici et la baie de Somme se trouve pas très loin, à peu près 6 km. Ça c'est le fond de la baie de Somme, avec là où l'eau et la terre se mélangent, laissent des flaques dans le sable. Mais de cet endroit-là, la première fois, je n'ai pas vu où elle était, c'est-à-dire que je n'ai pas identifié sur l'horizon à quel endroit elle se trouvait. Par contre, le site, la carte IGN, elle révèle un certain nombre de choses sur ce site-là. Il y a des orientations de parcelles qui sont assez clairement dans ce sens-là. Le site, il est ponctué de boisements. Et en même temps, on voit des traces, par exemple, il y a un reste de vieux moulins par ici, on voit des traces qui révèlent que ce site est extrêmement vanté. Donc en fait, notre projet, il a consisté, avec la paysagiste avec laquelle je travaillais, Pascal Antel, à essayer de rendre sensible ce territoire, cette trame, et d'ancrer qu'on ne se dise pas, tiens, cette aire d'autoroute, elle est parachutée. Voilà, c'est une aire d'autoroute, vue d'avion, c'est clairement une aire d'autoroute. On ne voulait pas ça. On voulait qu'elle arrive à s'intégrer dans ce paysage. Alors on a eu une chance, une grande chance, quand on a démarré ce concours-là.
c'est que les voiries n'étaient pas déterminées. C'est-à-dire qu'on nous a donné un terrain, la forme du terrain exactement, si je retrouve la petite flèche, là voilà, c'est ici, voilà, ça part là-haut, ça revient là, ça passe un tout petit peu de l'autre côté de l'autoroute, et voilà. Et donc la seule contrainte qu'on avait, c'était la bretelle d'accès, et jusqu'à ce point-là. Donc le fait d'avoir pu faire le tracé des voiries, ça nous a permis de faire en sorte qu'une fois qu'on arrivait au cœur de l'aire, c'est-à-dire en particulier dans le bâtiment qui apparaît en brun sur l'image, qu'on puisse à travers ce bâtiment faire un filtre entre le monde de l'autoroute et de la voiture et le monde de la campagne et s'arranger pour qu'aucun véhicule ne passe dans la vue qu'on a quand on est dans le bâtiment, c'est-à-dire que quand on est dans le bâtiment de la campagne qui vient jusqu'à la façade du bâtiment, et tous les tracés de voirie, ça a été un préambule vraiment important pour la réussite du projet, c'est qu'on organise les parkings camions de ce côté-là, les parkings voitures par là, les accès de service par ici, et puis ensuite des aires de camping-car et pique-nique un peu plus loin, voilà, de façon à permettre ensuite le dispositif que je vais développer. Donc en fait, quand on arrive sur l'aire, on a ce grand bâtiment. Alors aussi, un autre élément important, c'était d'éviter la dissémination des bâtiments sur le site, c'est-à-dire qu'on a regroupé le restaurant, la boutique de la station-service qui est au fond, au milieu, les sanitaires, l'espace de présentation du territoire, tout dans un bâtiment homogène. Et puis sur les côtés, on a simplement les auvents de la station-service qui sont à droite et à gauche. Et donc quand on arrive, on a un bâtiment qui est plutôt fermé de ce côté-là, côté voiture, mais dont on sent qu'il s'ouvre vers l'arrière. Donc le plan qui permet ça, c'est un plan avec des boîtes opaques. Vous avez vu que la toiture était une grande plaque de bois assez aérienne qui flotte au-dessus de ces opacités très minérales. Celle de droite, c'est les sanitaires, les cabines téléphoniques, le détente routier, distributeur d'argent, de boissons. Celle du milieu, c'est la boutique de la station-service. Et celle de gauche, c'est les cuisines du restaurant. Ensuite, derrière, on a un espace très ouvert et vitré avec la salle à manger qui est ici, une petite boutique de produits régionaux, des espaces d'exposition et enfin un espace scénographié pour présenter la région. Et donc, voilà, quand on arrive de l'autoroute, on a cette façade relativement opaque, et petit à petit, bon, je parlerai peut-être de l'éolienne qu'on voit tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut que je dise qu'on a eu aussi une démarche, un autre objectif de ce projet-là était d'avoir une démarche exemplaire sur le plan développement durable écologique, puisqu'on devait renvoyer à ces espaces préservés de la baie de Somme, les réserves d'oiseaux, etc. C'était une façon de dire aux gens qui s'arrêtaient là, regardez ici, on respecte l'environnement, on construit avec des matériaux naturels, on consomme peu d'énergie et on utilise l'énergie éolienne. C'était une des premières éoliennes qui ont été installées en France. Donc, bon, c'est... Et donc, quand on fait le tour du bâtiment, petit à petit, on voit que ce qui était très opaque devient plus ouvert. Et quand on est dans le bâtiment, voilà, on a ici cette relation qu'on a vers ce paysage très très plat, très horizontal, avec des vues très lointaines. Et puis en même temps, un paysage qui est composé par, j'aurais pu le souligner en parlant du plan masse tout à l'heure, qui est composé avec des grands plans d'eau ou des canaux. Ce n'est pas des plans d'eau qui sont gratuits, c'était une autre façon aussi d'évoquer les grandes étendues de la baie de Somme, mais avec une eau qui n'est pas une eau décorative, une eau qui sert à quelque chose, c'est-à-dire que c'est le grand bassin qui sert de réserve incendie pour les pompiers, puisqu'on avait aussi besoin on est dans une zone un peu loin de tout, donc les bornes d'incendie n'étaient pas possibles. En même temps, c'est un bassin qui fait l'épuration des eaux de stationnement, c'est-à-dire que l'eau de pluie charrie les hydrocarbures des voitures qui restent stationnées sur l'aire,
Et donc on a dans ces bassins tout un système qui permet l'épuration avec des plantes particulières qui fixent les hydrocarbures, qui sont fauchés avec bon. Et donc là on voit le grand bassin, le premier bassin qui sert de réserve pour les pompiers. Alors, s'il y a une éolienne, c'est qu'effectivement, c'est un site très vanté. C'est un des sites comme identifié sur le territoire comme étant comment on appelle ça, un potentiel de gisement éolien de catégorie 5, je ne sais plus très bien. Alors, ça veut dire aussi que c'est un site très vanté, qui est assez hostile en définitive. C'est-à-dire quand on s'arrête sur cette terre en plein hiver avec un peu de pluie et beaucoup de vent, de nuit, c'est pas un des endroits les plus agréables. Donc ça fait partie aussi d'un travail avec le matériau bois notamment, pour apporter cette espèce de qualité, à la fois la grande ouverture vers le paysage qu'on voit puisqu'il y a une grande paroi vitrée, mais en même temps un endroit confortable et ouvert vers la nature. Donc ça, c'est la vue qu'on a quand on entre dans le bâtiment. C'est vrai que ça a beaucoup surpris les premières personnes que j'ai vues rentrer dans le bâtiment, qui étaient plutôt habituées en entrant dans une aire d'autoroute, à voir en face, de l'autre côté, les sanitaires. C'est vrai que d'habitude, le côté opposé au côté accès du public, c'est plutôt le côté accès de service, et la vue est rarement ouverte comme ça. Donc à l'intérieur du bâtiment, on a alors, il y a deux choses dans le bâtiment. Il y a la partie accrochée au sol qui est traitée en béton gris. Donc ce sont les boîtes que vous avez vues que vous voyez sur la gauche, les sanitaires, la boutique. Et puis la structure en bois qui, elle, est beaucoup plus légère, aérienne, qui oriente fortement le bâtiment, puisque la toiture est légèrement en pente, vers l'extérieur et la vue. Et donc il y a un côté un peu... on est dedans, mais on est un peu dehors, parce que c'est comme si les vraies constructions, c'était celles-là, et puis qu'ici, on avait un espace beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien, avec... chaque fois que c'était possible, une façon d'estomper la limite entre intérieur et extérieur. Par exemple, il y avait une différence de niveau nécessaire entre ici et puis le côté des ponts. On a plutôt fait la différence de niveau à l'intérieur du bâtiment, de façon à ce que chaque fois, on ait une continuité à un plein pied entre les sols intérieurs et les sols extérieurs. De la même façon, le plafond se prolonge. Alors, on ne voit pas bien sur cette photo, mais il se prolonge à l'extérieur. La plaque file intérieur-extérieur de part et d'autre de la grande paroi vitrée. Ce qu'on a devant nous, là, c'est la boutique de produits régionaux. Et donc ça, c'est une coupe qui montre un peu le pourquoi de tous ces éléments architecturaux. La grande toiture avec les larges débords, sur le côté gauche, c'est une bonne protection pour le soleil, puisque c'est une façade exposée. Du côté où arrivent les voitures, de l'autre côté, ça permet de rentrer, sortir de voiture sans être sous la pluie et rentrer dans le bâtiment. Cette toiture, alors je ne sais pas si on l'a déjà vu sur les photos, mais c'est comme une grande plaque en bois avec donc la sous-face en contreplaqué d'Okoumé que vous avez vu sur les images intérieures, mais aussi une surtoiture en planche qui protège la vraie toiture qui est juste en dessous de la flèche bleue, qui est une toiture en bac acier, et qui la protège du rayonnement solaire et qui permet de faire des économies d'électricité l'été quand on rafraîchit le bâtiment avec l'électricité produite par l'éolienne. Et en même temps, évidemment, cette surtoiture en bois, elle constitue une cinquième façade, puisque vous avez vu qu'il y avait un petit bâtiment circulaire, cylindrique, je veux dire, qui donne accès à un belvédère. Le toit de ce cylindre est un belvédère. Depuis le haut du belvédère, on voit la toiture.
Oui, alors après, j'aurais pu parler des différents dispositifs de traitement d'air où les gaines sont invisibles, mais c'est peut-être des détails. Donc une autre vue intérieure, hein, la vue du restaurant. Et donc là, une coupe sur ce grand bâtiment cylindrique, où on voit qu'au rez-de-chaussée, il y a une grande salle avec une forme de coupole qui permet de projeter des images de la baie de Somme. Il y a un petit film fait par des scénographes. Et puis, il y a une double enveloppe, il y a des murs en béton qui tiennent véritablement le bâtiment, et ensuite une peau en bois qui est décollée de cette enveloppe de béton. Et entre les deux, il y a deux grands escaliers qui montent. Il y a deux grands escaliers qui montent doucement jusqu'à une première salle et un belvédère qui est sur le bâtiment. Et c'est ce belvédère qui a une orientation et puis une lunette qui permet, là de là-haut, de voir effectivement la baie de Somme qui est à peine visible depuis le bas. Voilà, on voit ce bâtiment cylindrique et on devine la transparence et puis des gens sur le dessus. Alors il y a pas mal d'éléments du projet qui sont des évocations de choses que j'avais vues en me promenant dans la région. Il est assez nourri bon alors là c'est le grand ponton qui sert de terrasse au restaurant. Ce sont des promenades en planche qu'on voit sur les plages de galets du Nord. Les claires-voies du bâtiment cylindrique qu'on voit au fond, ça c'est plutôt les huttes alors certains disent les huttes de chasse, hein, d'autres disent les huttes d'observation des oiseaux, c'est plus écolo. Et ensuite ces poteaux qui dépassent de la toiture et ce grand toit, c'est comme les pontons flottants qu'on voit sur les espaces du littoral, et que je vous montrerai peut-être en photo tout à l'heure. Donc ça, c'est cette claire-voie et cet espace entre le voile en béton et puis la peau extérieure pour monter jusqu'au belvédère. Et depuis le belvédère, on a en effet une vue sur ces grandes horizontales, sur ce paysage qui est finalement très beau. Et puis sur la gauche, on devine la toiture du bâtiment. Voilà, qui est ici sous un autre angle, avec ce platelage en mélèze qui a grisé, et qui sert donc de protection solaire à la toiture. Ça, c'est des images, voilà. C'est-à-dire que chaque fois que je commence un projet, je me promène dans la région et puis j'essaye de savoir qu'est-ce qui ressort de ce contexte. Ce sont quelques images que j'avais trouvées en me promenant. On voit beaucoup, donc ce sont des grandes plages de galets, la Somme, et il y a des sites d'ailleurs d'extraction de galets, et dans les constructions traditionnelles, on a beaucoup de galets sur les murs, des galets éclatés pour faire apparaître le silex sur les églises anciennes. Et sans faire donc là sur l'image de droite, c'est ces pontons flottants dont je parlais tout à l'heure, et puis les silhouettes de construction en bois qu'on voit à contre-jour parce que c'est orienté vers l'ouest et qu'au soleil couchant, on a ces silhouettes de construction en bois qui se dessinent. Et puis la dernière image, c'est les restes d'un moulin qui est à 3 km du site et qui finalement a une analogie de forme un peu avec le cylindre du belvédère. Dans cette image, sont un peu regroupés, alors on ne voit pas du tout bien, mais le mur qui est ici, il est couvert de galets gris de la Somme. On les a mis en œuvre avec des éléments préfabriqués. On avait mis au point avec l'entreprise la façon de faire en sorte que le galet apparaisse sans être pris par le béton. Donc, c'est vrai que c'est à partir de ces éléments en fait, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens du coin qui, quand ils ont découvert le bâtiment, sont des gens qui, en général, n'aiment pas l'architecture contemporaine, mais qui étaient surpris d'y trouver des éléments qui leur étaient familiers. Ces claires-voies de leur hutte d'observation des oiseaux, ces galets, etc.
Et finalement, je me rappelle avoir souffert dans un projet précédent qui avait été tout en béton et qui avait été très très mal reçu par les gens. C'était aussi une envie sur ce bâtiment-là, c'était d'arriver à trouver des matériaux un peu plus sensuels, un peu plus agréables et qui puissent toucher pas seulement les architectes, mais aussi des gens qui sont pas toujours clients d'architecture contemporaine. Bon, ça c'est des petits détails Alors, oui, ce que je voulais dire donc c'est aussi beaucoup l'utilisation de matériaux naturels. Il y a beaucoup de lumière naturelle dans le bâtiment. On a des ventilations double flux. Cette simplicité de l'architecture, donc grande toiture, finalement, elle est rendue possible parce qu'il y a beaucoup de mise au point de détails qui apparaissent justement dans cette image-là. C'est-à-dire que, par exemple, je ne voulais pas qu'il y ait des descentes d'EP qui viennent perturber la simplicité de cette plaque portée par des poteaux. Donc on a dû faire pas mal d'astuces, de récupérer l'eau en bout de toiture, hein, pour la ramener avec la pente. On ne pouvait pas la ramener jusqu'à la descente principale ici, donc on a fait 2 chenaux. Le premier, ça fait une espèce de gargouille qui est ensuite récupérée par là. Enfin bon. Après, il y a les gaines qui sont dissimulées sur le dessus des boîtes avec la reprise ici, le soufflage là-bas, les ouvrants de désenfumage, les projecteurs qui éclairent le plafond. Enfin, il y a un certain nombre de détails qui rendent possible voilà, on voit un peu la gargouille, c'est finalement quelque chose de très simple. Mais en tout cas, ça ne perturbe pas finalement l'écriture extrêmement simplifiée du bâtiment. Donc alors après cette première ère, ce qui a été intéressant, alors évidemment vous êtes architecte, vous n'avez pas beaucoup de références, vous avez fait une aire d'autoroute, on vous invite à d'autres concours, mais de préférence des concours d'aire d'autoroute. C'est un peu le défaut de notre profession, c'est qu'on a vite une étiquette. Bon, ceci dit, sur ce projet-là, j'étais pas malheureux parce que le site était très beau, mais dans un climat très différent. Le Lot, c'est déjà le début du sud, quand on arrive de Paris et du nord. Et puis une géographie complètement différente. Et on va voir que ce climat, cette culture, cette géographie influence fortement la réponse architecturale, parce que c'est exactement le même programme que l'autre, mais le contexte va le modifier. Alors ça, c'est une petite image, voilà, c'est pas le projet. C'est là encore les pérégrinations dans la région. On se rend compte que dans le Lot, les gens vivent dehors. C'est pas du tout comme la Somme. Ils vivent dehors, ils aménagent les jardins. Les arbres sont très près des maisons. Il y a des terrasses, il y a des treilles. Et ça traduit un rapport des gens avec l'extérieur et le jardin qui est différent. Quand on arrive du nord, c'est un peu le moment où la transition se fait. Et où on sent que les gens, le climat leur permet d'être très, très souvent à l'extérieur. Alors le site de l'Aire, au début, quand on a visité ça avec les paysagistes, c'est un site qu'on a trouvé très beau, mais en même temps qui nous a beaucoup inquiétés, parce qu'on se disait, construire sur ce site-là, on va massacrer un site qui est très beau, parce qu'une aire d'autoroute, c'est quand même des surfaces de parking, beaucoup de camions, etc. etc. Comment faire ? On a un site avec en face, voilà ce qu'on avait en face, hein, des petits villages charmants, un vallonnement, les montagnes du Massif central au fond à gauche. Et donc on se disait, ben oui, c'est une très belle vue pour l'Aire, mais les gens dans le village là, qu'est-ce qu'on va leur donner comme vue sur cette aire d'autoroute? Donc en fait, c'était clairement un site sur lequel on aurait aimé ne pas construire. Mais il fallait bien trouver une solution. Donc, on a à nouveau un dispositif
puisqu'on était assez content de notre ère de la baie de Somme avec le dispositif qui permettait de passer, d'avoir ce filtre entre le bâtiment, que le bâtiment fasse ce filtre entre le monde des voitures, etc., et qu'il l'articule avec la nature, la campagne. Sauf que ce que vous voyez là sur ce plan montre que le bâtiment, les courbes de niveau, en fait, le point haut du bâtiment, le haut du terrain est là et le bas du terrain est là, et avec un dénivelé assez fort. Et la réponse la plus logique, la plus habituelle, c'est quand vous avez une pente assez forte et vous avez un bâtiment à poser, vous le mettez plutôt parallèle aux courbes de niveau, c'est quand même plus simple. Et on n'est pas arrivé à cette solution-là tout de suite, mais on s'est rendu compte qu'elle présentait certains avantages. C'est qu'en effet, ce site, il a des qualités. Il y a à la fois un petit étang qui existait tout en bas, tout à fait charmant, bucolique. Bon, puisque la coupe est passée toute seule, autant la regarder, donc l'étang est en bas. Et puis, tout en haut, on avait un point de vue vraiment intéressant. L'autoroute est en contrebas derrière, mais un point de vue vers le Causse, qui est une zone très vallonnée, très belle. Donc, plusieurs paysages, plusieurs échelles de paysages, et on avait envie de faire découvrir ça aux gens qui allaient s'arrêter sur l'aire. Et du coup, il y avait une espèce de logique d'installer une promenade en jardin et en terrasse, puisqu'on avait adopté le thème du jardin et du bâtiment dans un jardin, à conduire les gens depuis le bâtiment vers l'étang d'un côté et vers le point de vue de l'autre. Et finalement, le projet a fait qu'on a conçu le bâtiment pratiquement comme une des terrasses de cette succession de terrasses entre le haut et le bas du terrain. Un petit mot quand même sur ce plan aussi, c'est qu'il a fallu se battre avec la société d'autoroute qui nous a dit non, vous vous êtes trompé, vous avez mis les camions, le stationnement des camions à droite, sur nos aires, les camions sont toujours stationnés à gauche. On leur a dit oui, mais attendez, à gauche, là, vous êtes en balcon sur le paysage, on n'a pas envie d'installer 40 camions, bien visibles depuis partout, donc il a fallu quand même, ça n'a pas été, ça n'a pas été simple d'obtenir qu'on installe les camions finalement, comme on devait terrasser une plateforme assez plane, les camions sont dans une espèce de creux et donc très très absorbés par le travail de terrassement et pas du tout aussi visible que si la société d'autoroute avait fait une aire habituelle, disons. Bon, ça c'est des petits croquis d'intention du début, le bâtiment est sur la gauche, hein. Et puis donc on a cette succession de terrasses jusqu'à l'étang. Alors le bâtiment, il a été conçu comme un bâtiment recouvert d'une treille, recouvert d'une pergola qui se couvre doucement de végétation, avec une extrémité, donc les pompes à essence sont par ici. Ce côté-là du bâtiment, ici ce sont les cuisines, elles sont quasiment encastrées dans le site, c'est-à-dire que là, le site est de plein pied avec le dessus du bâtiment. Et à l'inverse, de l'autre côté, le bâtiment se retrouve en position de balcon au-dessus des jardins qui descendent en contrebas. Alors le plan du bas, vous voyez que c'est un peu le même principe que sur l'aire précédente, avec des opacités, des boîtes construites pour la cuisine, la boutique de la station-service, les sanitaires, c'est simplement à l'envers par rapport à tout à l'heure. Et puis des espaces ouverts avec une boutique de produits régionaux, un petit bar, salle à manger, une autre salle à manger et une cour des poubelles qui est cachée elle aussi sous la pergola, parce que la pergola nous a permis aussi de dissimuler depuis le haut du site toutes les sorties de ventilation, la cour des poubelles, etc., etc. Et puis la pergola, elle recouvre aussi les terrasses qui vont se déployer en sortant des salles à manger. Et donc là, on a une limite, on a un mur rideau qui n'est pas rectiligne, qui fait une espèce de zigzag qui tantôt privilégie les espaces extérieurs, tantôt les espaces intérieurs, c'est-à-dire qu'on a une espèce de mélange
d'imbrication entre le dedans et le dehors avec cette treille, avec cette pergola qui recouvre l'ensemble et qui protège évidemment tout cet ensemble-là du soleil. Donc vu de l'arrivée, un peu la même chose que tout à l'heure, des opacités avec les boîtes des services. Et puis cette grande horizontale en pergola, qui là c'était au tout début, il n'y avait encore pas de végétation qui avait poussé, avec le village au fond. Voilà, et puis là on est en haut du site, et donc la partie engazonnée qui est au premier plan, c'est au-dessus des cuisines, et puis ensuite il y a la pergola qui se poursuit sur l'ensemble du bâtiment. Ça, c'est vu du bas du site. Donc là, on n'a pas l'échelle d'un très très grand bâtiment vu du bas du site. C'est un peu la vue qu'on a. Enfin, les villages sont plus hauts que l'étang, mais ils voient ce côté-là, ils voient le bâtiment de côté. Donc l'impact visuel est beaucoup moins important que si le bâtiment avait été parallèle au cours de niveau. On aurait vu l'impact visuel aurait été beaucoup plus fort. Donc ça c'était juste après la livraison, mais on voit un peu ce dispositif avec la grande pergola au-dessus, le grand plateau qui se décolle du sol en arrivant dans cette partie-là, et puis les jardins, la descente vers l'étang. Pour moi ça a évoqué aussi, alors vous voyez que les poteaux sont volontairement assez massifs, en tout cas en partie centrale. Pour moi ça évoque des halles médiévales avec des très très grosses colonnes en pierre qui portent des charpentes, qu'on voit beaucoup dans la région. Et en même temps, ces poteaux épais, ça nous permet de disséminer la scénographie dans tout le bâtiment, puisque on voit qu'il y a des espèces d'encoches, les poteaux ont des encoches ici en partie haute, dans lesquelles à l'intérieur du bâtiment on a des images de scénographie, puis des espèces de niches en partie basse, vous allez voir. Ça c'est vu d'un peu plus bas, avec des murs en pierre locale, en gabion fait avec la pierre locale. Et puis, quand on est dans le bâtiment, quand on circule, on a cette lumière filtrée par la pergola et puis des vues cadrées sur ce très beau paysage qui environne le bâtiment. Là, donc au pied de chaque poteau, on a des glycines et des vignes qui sont plantées. Ça c'était il y a 2 ans, je crois. Ça n'avait pas encore très bien poussé parce que c'est un site, c'est quand même les contreforts du Massif central, il fait froid l'hiver, la végétation a un peu de mal, mais ça va finir par arriver. Là, les jardins avaient été plantés. Et puis quand on est à l'intérieur du bâtiment, on a ce travail de limite un peu flou entre le dedans et le dehors. En fait, le plafond, il se poursuit par une petite partie en vitrée horizontale qui fait que quand on est dans le bâtiment, on est un peu sous la pergola aussi. Alors j'ai perdu ma flèche. Voilà. Ici, là c'est encore le dessus, et puis la peau vitrée, elle se retourne derrière les poteaux ici. Donc on a un décalage, un flottement de la plaque de plafond par rapport à la paroi vitrée. Et puis toujours, c'est vu vers le fond, vers le paysage, à travers les gros poteaux. Là, on voit un peu ce dispositif des poteaux qui intègrent la scénographie, c'est-à-dire que contrairement au projet précédent où on s'est aperçu que les visiteurs n'allaient pas toujours dans le grand bâtiment cylindrique, là on s'est dit on va amener la scénographie partout, on va la mettre dans tous les espaces de l'air, et c'est pour ça qu'il y a des niches et des grandes images de tout ce qui est culturellement intéressant dans le pays. On a à nouveau une grande toiture qui englobe tous ces espaces de l'air. Devant, c'est la boutique de la station-service. Ici, c'est les sanitaires. Ça, c'est l'entrée. Et au fond, il y a le restaurant. Ça, c'est vu dans l'autre sens, avec l'entrée à gauche. Et puis, les terrasses à droite. Donc, vous voyez une aire d'autoroute qui
qui pourrait être identique à la première, mais qui est finalement radicalement différente dans la façon dont on la voit, même si son organisation est finalement assez semblable, mais un bâtiment qui est vraiment composé avec ce site. Moi, ce que j'aime bien sur cette photo qui est prise du petit belvédère qu'on a construit tout en haut, c'est que le toit de l'air se compose avec la trame parcellaire des champs. Il y a une espèce d'analogie de couleur même. Bon, c'était pas complètement volontaire, hein, évidemment, mais voilà, c'est une façon de montrer qu'on pouvait intégrer peut-être plus finement que ce qu'on pensait au départ, ce bâtiment dans ce paysage-là. Alors ici, donc j'ai montré deux projets dans des contextes très naturels. Ici, donc à Grenoble, sur la ZAC de Beaune, on est dans un site urbain, dans un quartier avec une forte ambition environnementale, programme Concerto européen. Et donc, quand on a commencé ce projet, je me rappelle une réunion avec nos bureaux d'études, du bureau d'études fluides, chauffage, etc., qui disait, bon, Bruno, une école HQE, on disait HQE, c'est une école épaisse, donc il faut faire un bâtiment très épais avec un atrium, il faut avoir très peu de déperdition, donc un bâtiment très épais avec des classes des deux côtés, bon bref. Le site en fait, comment il est, c'est un site qui a de vraies qualités, c'est une chance, on nous permettait de construire une école face à un futur parc qui est maintenant réalisé, donc l'école est ici. Mais en même temps avec un terrain assez étroit. Mais la qualité de ce lieu, c'est côté nord du terrain, le parc, et au-delà du parc, les montagnes, enfin une vue potentielle depuis l'école, magnifique. En plus, une orientation nord qui permettait d'avoir des classes très ouvertes, très vitrées, sans pour autant avoir la nuisance enfin, pas de rayonnement solaire direct qui pouvait provoquer des complications, de classe chaude, etc. Et puis l'autre chose, c'est que dans le site, il y a un très beau chêne tortueux qui n'était pas très bien placé, mais qui était un bel arbre qu'on voulait vraiment garder, puis deux autres arbres ici. Et du coup, ça disqualifiait complètement le projet dit environnemental, parce que un bâtiment épais avec des classes des deux côtés, ça voulait dire des classes qui étaient avec une vue magnifique, et puis des classes qui étaient de l'autre côté, orientées vers de très hauts immeubles avec des pignons pas très beaux, qui nécessitaient d'enlever ce bel arbre, etc. Donc finalement, il n'y a pas de solution, environnementale. Il faut se méfier des solutions environnementales toutes faites et préconçues. Je pense que le site, il appelle vraiment des solutions spécifiques, et on a fait une école environnementale, mais qui n'est pas une école épaisse, mais qui a d'autres qualités. Donc en fait, donc ça c'est le plan de l'étage courant. Du coup, on a pu mettre quasiment toutes les classes côté parc. Donc c'est tout en haut, c'est des classes ouvertes vers le parc. Et puis desservie par une coursive qui elle-même est vitrée, puis elle reçoit de la lumière naturelle. La coursive est plein sud, mais elle est protégée par un brise-soleil. Et puis il y a un retour à gauche là, dans lequel il y a essentiellement les salles comme les arts plastiques, la techno, et qui borde le boulevard Gambetta. Alors après, l'autre chose, c'était comment faire une façade le long d'un parc. Quel est le sens d'une façade d'une école face à un grand parc comme ça? Donc on a choisi un parti finalement assez simple, une grande horizontale,
Et la façade du bâtiment, elle exprime en fait comment l'école est construite. L'école, c'est une école avec 2 niveaux en bois, les 2 niveaux supérieurs, qui reposent sur un socle en béton dont mon confrère a parlé tout à l'heure, ce béton teinté brun. Et quand on regarde le bâtiment, on comprend comment il est construit, c'est-à-dire que ces verticales qui rythment les façades, ce sont les poteaux en mélèze lamellé-collé qui tiennent les planchers, mais qu'on a mis à l'extérieur pour qu'ils fassent quand même le brise-soleil nécessaire pour le soleil de fin d'après-midi qui vient de l'ouest ici. Et à travers les fenêtres, on voit les sous-faces des planchers qui sont elles aussi en bois avec un système de planches décalées. Donc cette école, c'est une lisibilité assez simple, assez claire de la façon dont elle est faite. Et en même temps, elle est coupée en 2 parties, en quelque sorte. Ça, c'est parce qu'on nous avait un peu demandé dans le programme, c'est une école de 17 classes, avec des petits et des grands. Les gens avaient un peu peur d'une échelle un peu imposante pour les petits, et donc on a différencié dans l'écriture de la façade l'école des grands, je ne sais plus, je crois que c'est celle de droite, et l'école des petits, qui est plutôt la partie gauche, avec un hall d'entrée central qui donne accès aux 2 côtés. Et puis, le socle, c'est surtout les bureaux de l'administration, et puis là-bas au bout, c'est la salle de restauration. Donc ça, c'est des photos de l'école après son achèvement. Donc ça, c'est l'entrée, avec le grand escalier qui dessert, qui est au centre, qui dessert les 2 niveaux de l'école. Et puis ici, en partie centrale, dans cette échancrure-là, c'est la petite bibliothèque, le BCD, à laquelle on a donné un balcon vitré vers les montagnes. Je pense qu'ils ne l'utilisent pas parce que c'est pas forcément facile, mais voilà. Et donc des grands PRS, ces profils reconstitués soudés métalliques, qui font la liaison entre les poteaux en mélèze lamellé-collé et puis les planchers bois qu'on va voir tout à l'heure. Et ensuite, ici, c'est le préau. Alors, en fait, la particularité, c'est que le terrain était un peu petit. Il y a une des cours de récréation qui est de ce côté-là en emprise sur le parc, et une autre cour de récréation qui est derrière. Et le préau est à la charnière entre la cour des grands et la cour des petits. Et en même temps, il y a un dispositif de fermeture, ouverture du préau qui fait que l'été, on peut laisser le vent traverser et du coup ventiler, et l'hiver, au contraire, on peut le refermer pour éviter les effets de courant d'air. Donc là, on voit que les fenêtres sont en retrait, hein, on ne les voit pas à l'étage, elles sont vraiment protégées par le débord des poteaux. On avait des coffrages qu'on ne voit pas bien là, mais on a sur les murs en béton, on a un peu le même coffrage en planche on a joué là-dessus, sur une espèce de même rythme, mais évidemment pas la même matière, il y a le béton et le bois. Et du béton coffré avec des matrices en fait. Hein. On ne fait plus des coffrages en vraie planche, hein, ou très rarement, mais il y a un effet de continuité entre les 2. Alors là, on est dans une classe, hein. On voit ce plafond en bois et puis cette façade plein nord qui fait que du coup on a pu la vitrer largement et que de l'intérieur des classes on bénéficie, c'est ça, de la présence du parc, des arbres, etc. et qui fait que ces classes sont quand même assez agréables. Donc ça c'est la coupe type avec la circulation qui est ici dans les 2 niveaux, avec ce grand brise-soleil qui protège la façade l'été. Autant passer à cette image-là. Vous voyez que le soleil de l'été est arrêté par le brise-soleil, et au contraire, le soleil de l'hiver plus bas, lui, il va rentrer dans la circulation et chauffer la circulation. Donc le socle en béton avec un plancher en béton, voilà, ici, les poteaux en bois, les PRS, les planchers en bois, enfin, la coupe est très simple en fait. Et puis des possibilités de ventiler à travers la circulation l'été.
Et puis le dispositif de fermeture du préau dont je parlais tout à l'heure, qui permet de ventiler l'été et de couper le courant d'air l'hiver. Donc ça c'est la façade arrière de l'école, côté de la cour des petits ou des grands, je ne sais plus, mais donc avec la circulation à l'étage protégée par ces grands brise-soleil. On devine la présence du chêne tortueux qu'on a gardé. Et puis le grand plafond en bois qui fait le plafond du préau. De ce côté-là, on est porté là aussi par des poteaux bois. Et puis on voit la petite aile, le retour avec l'aile dans laquelle il y a le logement du gardien et puis les salles arts plastiques, technologie et musique. Là, on est dans la circulation, où on a aussi ces mêmes plafonds structurels bois. Donc finalement, on n'a pas de faux plafond, puisque la structure elle-même peut être laissée nue et faire un joli plafond. Voilà, c'est la structure du plancher elle-même qu'on voit à l'intérieur des classes et dans les circulations. Et puis on a cette lumière qui suivant l'heure, fait un effet des taches de lumière dans la circulation. Voilà, une autre image. Donc là, on est dans chaque entrée de classe est marquée par cette couleur verte avec les petites patères. Et là, on est dans une classe. Voilà, avec le plafond. Voilà. C'est un projet très simple, mais qui devait simplement tirer parti d'une situation privilégiée sans chercher à se compliquer trop la vie en analysant assez clairement quelle était la qualité du lieu, comment c'est un plan extrêmement simple mais qui fonctionne très simplement avec des circulations qui mènent les enfants du haut vers le bas. C'est pas toujours nécessaire d'aller chercher des choses très sophistiquées. Simplement le choix des matériaux, le choix des... Alors, on a aussi des dispositifs, par exemple les classes sont chauffées par de l'air enfin il y a des planchers chauffants et puis aussi on insuffle de l'air chaud dans les classes pour le renouvellement d'air. Et cet air, une fois qu'il a transité par les classes, il est extrait par surpression vers les circulations qui du coup, ces circulations-là, on n'a pratiquement pas besoin de les chauffer, elles sont simplement chauffées par l'air récupéré dans les classes. Là aussi, c'est un dispositif très simple, mais qui permet des économies d'énergie. Voilà, il y a aussi des toitures végétalisées, et puis on devine les montagnes derrière et la belle vue qu'on a. J'ai pas fait de photos depuis les classes avec le parc et les montagnes derrière, mais c'est vrai que c'était une belle opportunité qu'il fallait pas rater. Et puis donc côté boulevard, simplement des jeux de matière entre le béton, les façades en mélèze, et puis il y a quelques claires-voies qui passent devant, c'est-à-dire que là on a écarté les tasseaux de bois qui constituent le bardage pour que derrière on ait quelques fenêtres qui ont une vue filtrée pour des locaux secondaires. Et puis la grille qui passe devant la salle à manger, qui fait une espèce de protection visuelle pour que les gens qui passent sur le trottoir n'aient pas une vue directe sur les enfants qui sont en train de manger juste derrière. Là, ça c'est une photo qui montre les différents éléments en bois de l'école. Le préau, en bas le préau et puis au-dessus le brise-soleil et puis les planchers. Voilà une autre vue latérale. Alors ensuite, je passe à un petit musée qui a été livré en 2008 aussi, la même année que l'école de Grenoble. Ça, c'est l'extension au départ, c'est un écomusée qui existe depuis 1969, donc un écomusée très ancien, qui consiste en fait c'est une reconstitution d'un village des Landes avant la plantation de la forêt, et donc il y a toutes les habitations, il y a toute l'économie, on explique comment
le territoire pauvre des Landes arrivait à nourrir un certain nombre de familles à l'hectare parce que, bref, il y avait toute une économie qui expliquait dans cet écomusée. Et donc le programme du concours que j'ai gagné, c'était construire un nouveau bâtiment, un grand pavillon, qui avait plusieurs fonctions: abriter les réserves de cet écomusée, proposer des espaces d'exposition permanents et temporaires, une salle de conférence, un espace pédagogique pour les scolaires, bref. Un programme un peu composite. Et puis sur un site, voilà le site, juste en face d'une petite gare, la gare du bourg de Sabre. Et donc le terrain, c'est ici, avant la construction du bâtiment. Donc avec à droite la petite gare, au fond les hangars en bois, les hangars pour les locomotives. Donc un site très champêtre dans un bourg avec des échelles de bâtiments, voilà, des bâtiments de bourg. Et donc un programme avec une... alors avant de parler du programme, le territoire des Landes, c'est un site, je l'ai dit, c'est un territoire pauvre, une terre pas très... voilà. Il y a deux ressources en fait, il n'y en a pas 36, il y en a deux. Au-dessus du sol, il y a la forêt de pins, et au-dessous du sol, il y a une nappe phréatique très abondante. Et donc on s'est dit, bon ben voilà, il y a deux ressources locales, on va utiliser ces ressources-là pour faire notre bâtiment. On utilise la nappe, en effet, pour tout ce qui est chauffage, climatisation. Je dis climatisation parce que quand on fait un musée, il y a des normes musées de France qui font qu'on est obligé de contrôler l'hygrométrie, donc les espaces d'exposition doivent être climatisés. Et donc on utilise cette nappe phréatique via une pompe à chaleur pour faire un chauffage, rafraîchissement, climatisation du bâtiment très écologique. Et puis ensuite il y a le bois de la forêt qui lui a été utilisé pour la totalité de la construction de ce bâtiment-là. C'est-à-dire pour faire les charpentes, les murs, les façades, les surfaçades, les surtoitures. Alors qu'au départ, le pin, c'est pas le bois le plus noble, c'est pas le matériau qu'on utilise le plus fréquemment dans la construction. C'est un bois qui est utilisé pour faire couramment de la pâte à papier ou du papier d'emballage, qui est utilisé aussi pour faire un peu de frisette, de lambris, de parquet, mais assez peu pour faire des bâtiments. Mais en effet, quand on construit un écomusée qui parle du territoire des Landes, c'était quasiment incontournable. Comment ne pas construire en pin dans un lieu pareil? Bon. Alors ici, sur cette image-là, on voit un bâtiment assez massif, assez sculptural. Il y a une matière unique, ce bois, qui est à la fois sur les façades et sur les toitures. Et puis en même temps, on voit qu'il y a une fragmentation de ces volumes-là qui répond à une c'était un programme un peu... Une grande question s'est posée. On devait construire un bâtiment, je ne me rappelle plus du nombre de mètres carrés, mais beaucoup de mètres carrés. Et faire un bâtiment unique d'un seul morceau, ça voulait dire finalement être carrément hors d'échelle par rapport à un bourg où, vous voyez, la maison qui est juste derrière, c'est l'échelle des maisons du bourg. En même temps, on ne pouvait pas faire des maisonnettes parce que cet équipement-là, à l'échelle de l'Aquitaine, c'est un équipement important. Donc il fallait arriver à trouver la réponse qui allait à la fois donner l'échelle globale de cet équipement au rayonnement plus que local, et puis en même temps chercher à composer cette échelle de bâtiments avec les bâtiments qui sont autour. Et finalement, c'est appuyé simplement sur le programme. C'est-à-dire que tous les volumes que vous voyez là, on a l'impression que on pourrait croire que ce sont des fragmentations gratuites, mais en fait pas du tout. Le premier volume qu'on voit ici, c'est exactement la salle d'exposition permanente. Celui qu'on voit après, c'est l'espace pédagogique. Juste après, c'est les espaces des conservateurs, les laboratoires, enfin ce qu'on appelle les labos pour quand on fait rentrer des objets, qu'on les désinfecte, etc. Et puis une partie des réserves. Là-bas,
Ce volume-là, c'est la salle de conférence, et le vide entre la salle de conférence et l'exposition permanente, c'est la salle d'exposition temporaire. Vous allez voir après sur le plan. Et donc on a composé ces volumes-là dans un travail sur l'échelle qui nous a pas mal occupé. Et alors, suivant les angles de vue, quand on tourne autour du bâtiment, on a en effet, par moment, l'impression que ce sont plusieurs bâtiments. Et à d'autres moments, quand on est face au bâtiment, on sent bien l'échelle, la grande échelle du... Alors, derrière ces lames de bois, de pin rétifié, alors c'est du pin rétifié. Rétifié, ça veut dire que le pin a été chauffé à très haute température, ce qui a fait que tout ce qui est humidité, tout ce qui peut faire pourrir le bois dans le temps est complètement chassé par le procédé, et donc il devient imputrescible. Il va quand même griser doucement avec le temps, mais il devient imputrescible. Et derrière ces claires-voies, on a souvent des ouvertures, mais qu'on ne voit pas, qu'on ne voit que quand on est à l'intérieur du bâtiment. On a comme ça des grandes baies, mais qui sont striées par ces lames de bois. Alors ça c'est l'habitat traditionnel landais. Alors évidemment, l'habitat traditionnel landais, c'est des charpentes en bois, mais c'est aussi ces grandes toitures qui n'en finissent pas, avec des pentes très douces, hein, et pour certaines qui arrivent jusqu'au sol. Alors c'est pour ça que moi je dis j'ai fait un bâtiment landais. Ça les fait rigoler là-bas parce que bâtiment landais. Mais ces grandes toitures, c'est vrai qu'il y a une vraie inspiration de l'architecture locale avec les grandes toitures, avec vous allez voir à l'intérieur l'expression forte de la charpente. Mais pour moi, il y a quelque chose de landais dans mon écomusée. Là, on voit le moment où l'entrée dans le bâtiment. Et donc cette enveloppe, cette résille de bois qui protège la toiture. La toiture, elle est faite en membrane. Et donc là, comme sur les deux projets précédents, cette surtoiture protège du rayonnement solaire et évite de consommer trop d'énergie pour le rafraîchissement. Et donc par endroits, il y a des panneaux qui s'ouvrent, hein, ça c'est l'espace pédagogique. L'hiver, s'ils veulent laisser rentrer le soleil, ils peuvent en fait laisser rentrer le soleil. Enfin, il y a des panneaux pivotants qui permettent de gérer. Alors ça n'a pas été simple de construire avec le pin des Landes, parce que la forêt des Landes, comme je le disais, elle n'est pas du tout structurée pour de la filière construction. Ils coupent les pins avec des procédés mécanisés qui tronçonnent les troncs en 2 mètres de long. Donc c'est difficile d'avoir des bois plus longs que 2 mètres. Nous, on en avait besoin. Donc il a fallu chercher dans ce grand massif forestier où est-ce qu'on allait trouver des scieries qui nous donneraient le bois dont on avait besoin. C'est vrai que c'était au départ une espèce de challenge, mais le challenge a été difficile à tenir. Mais du coup, après, on a discuté avec la filière locale, avec les élus. On leur a dit, ben oui, il y a du progrès à faire. Et petit à petit, ça commence à rentrer dans les mœurs, parce que c'est pas seulement ce bâtiment-là, mais c'est qu'il y a eu entre-temps la grande tempête qui a fait qu'il y a des gens qui sont venus chercher le bois qui est tombé depuis les pays nordiques, etc. Parce que c'est vrai que quand on construit un bâtiment en bois, quand on fait du lamellé-collé, très souvent les lamellés-collés ils sont faits en épicéa. Les épicéas viennent de l'Europe du Nord. Il y a des camions qui ramènent ce bois jusque dans des régions où on a des forêts. Mais faire du lamellé-collé en France avec du pin des Landes qu'on trouve sur place, ça coûte quand même un peu plus cher, paradoxalement, que de faire du lamellé-collé avec de l'épicéa qu'on va chercher en Suède. Voilà. Donc ça veut dire que les filières locales, on a envie de construire avec des matériaux locaux, mais les filières locales, il faut aussi qu'elles suivent. Et quand ils ont vu en effet les entreprises du Nord venir chercher le bois dans les Landes, ils se sont rendus compte qu'il y avait une efficacité qui était complètement différente, qu'eux, ils ne coupaient pas le bois en 2 mètres de long, qu'ils le chargeaient dans les camions dans un autre sens. Enfin bon, bref.
que je veux dire, c'est que construire avec des procédés non habituels, c'est intéressant, mais quelquefois ça nous demande beaucoup plus d'opiniâtreté et de volonté que d'utiliser des choses très connues, très conventionnelles. Ça, c'est le grand auvent qui protège la façade de l'entrée. Et ici, on a une espèce d'axonométrie structurelle. En fait, le bâtiment, il est fait, puisqu'il a une géométrie assez complexe, on avait mis au point avec le bureau d'études en fait, il y a ce qu'on appelle un portique, donc poteau, poutre et poteau. Un portique tous les 1,20 m qui, du coup, permet de dessiner tous ces volumes qui sont changeants avec des pentes, avec des angulations. Et ces portiques distants de 1,20 m, pourquoi 1,20 m? C'est parce que du coup, on peut contreventer, stabiliser ces portiques avec de simples panneaux en OSB, c'est-à-dire que c'est du bois fait de copeaux agglomérés par de la colle. Donc un procédé finalement qu'on pourrait croire complexe, mais finalement très très simple. Et donc une charpente, il n'y a aucun élément de charpente dans l'autre sens, il n'y a que ces portiques qui font une espèce de... comme si on avait découpé le bâtiment au scanner. Et ensuite, tous les 1,20 m, on stabilise, on remplit entre ces portiques avec des panneaux. Et du coup, ça nous permet d'avoir cette géométrie changeante un peu complexe. Et donc là, vous voyez en cours de chantier. C'est un bâtiment, autant on le trouve massif quand on le voit de l'extérieur, autant en chantier, ça avait l'air extrêmement fragile, extrêmement fin. Et là, les panneaux de contreventement n'étaient pas encore posés. Voilà. Et puis petit à petit, voilà, ils arrivent en toiture et sur le côté, et ça permet de... Tout tient debout. Et en même temps, ça dessine des perspectives, ça dessine des volumes à l'intérieur, des successions de poutres qui sont assez intéressantes, qu'on a gardées dans la salle d'exposition permanente. Donc on a ces grandes lignes de charpente en lamellé-collé de pin. Et puis aussi, on les a dans l'exposition temporaire, mais peintes en blanc. Alors ça, c'est 3 coupes à différents endroits du bâtiment. Vous voyez que la géométrie, suivant où on est, la géométrie change assez clairement. En haut, on est dans la zone des salles d'exposition qui ont ce qu'on appelle des sheds, donc des lumières en partie haute qui captent la lumière côté nord, là où il n'y a pas de soleil, qui éclairent donc ces salles d'exposition. Tout à l'heure, je vous ai montré une vue de cette salle d'exposition-là. Je peux revenir en arrière. Vous voyez, on sent que la lumière vient du haut à droite. Après, on a la salle d'exposition temporaire qui, elle, a 2 sheds, mais en même temps des poutres qui passent ici, qui soutiennent les sheds, mais qui vont... Cette succession de poutres, tous les 1,20 m, vous allez voir, ça crée une espèce d'effet de plafond. Et on sent la lumière qui passe à travers ces poutres. On a toutes les gaines qui sont un gros paquet de gaines, parce qu'un musée, c'est beaucoup de traitements d'air qui passent ici, qui sont dissimulés en partie haute. Et puis ici, la salle d'exposition, la salle de conférence. Hop, hop. La coupe dans le hall avec des locaux techniques, la zone du hall surbaissée au-dessus de la banque d'accueil, grande hauteur au début, les gaines, locaux techniques et sanitaires, décidément. Et puis ici, une coupe sur les réserves, des réserves où ils entreposent les outils, tout ce qui compose la collection de l'écomusée qui est constituée de râteaux, de ruches, c'est pas vraiment un musée d'œuvres d'art, c'est un musée d'objets de tradition. Et ici, une coupe sur l'espace pédagogique qui, lui, là, c'est les panneaux pivotants qu'on voyait tout à l'heure, qui est en double hauteur avec un effet de ventilation par le haut et qui, voilà, naturel, bref. Donc ça, c'est une vue de la toiture avec les sheds des salles d'exposition qu'on voit là-bas au fond. Et donc, cette salle d'exposition temporaire avec les poutres tous les 1,20 m, les 2 sheds qui sont au-dessus, mais qui finalement font... Il y a une espèce d'effet... là, la photo, on fait exprès de montrer le shed, mais souvent on ne les voit pas. On a simplement cette série de poutres qui diffusent cette lumière qui vient du nord. Et puis cette salle d'exposition qui est très ouverte. Autant le musée est assez fermé sur l'extérieur, il y a 2 grandes ouvertures, en fait, celle du hall d'entrée et puis celle-là. Et on avait choisi d'ouvrir vers un des endroits où il y avait quelques arbres encore assez intéressants.
Et en même temps, il y a une zone humide qui a été créée par les paysagistes avec lesquels j'ai travaillé, là-bas au fond, dans lesquelles il y a des plantes. C'est une zone humide qui récupère les eaux de toiture et dans lesquelles il y a des plantes, des landes avant la forêt de pins, à l'époque où c'était un marécage, donc des plantes de milieu humide. Et donc en fait, c'est fait vraiment un bâtiment avec un budget très serré, avec ces poutres en bois. Les panneaux d'exposition, ce sont des grands panneaux de bois aggloméré. Tout ça est peint en blanc. Le sol, c'est un sol en béton avec simplement une finition en quartz. Voilà. Et puis ça, c'est l'accès à la salle d'exposition permanente. Et puis ici au-dessus passent les grosses gaines que je vous ai montrées tout à l'heure. Voilà, ça c'est le fond avec un effet de continuité entre les parois intérieures qu'on a aussi un peu travaillé, entre les parois intérieures et les parois extérieures, entre le plafond et puis l'auvent qui cadre la vue vers les arbres. Ça c'est la salle de conférence avec son gradin. Et donc le plan où vous voyez que les volumes, donc cette fragmentation des volumes correspond à la salle d'exposition permanente, la salle d'exposition temporaire, la salle de conférence avec la loge du conférencier, et puis non ça c'est plutôt un atelier de préparation des expositions, donc le hall d'entrée, les sanitaires, et puis ici la partie là, c'est encore ouvert au public puisque c'est la salle pédagogique. Et puis après, c'est plutôt le pool gestion des collections, conservateur, laboratoire, et puis les réserves à ce niveau-là et encore au-dessus, parce qu'au-dessus de cette zone-là, on a un étage avec d'autres réserves. Ça, c'est au bout du hall d'entrée, on est dos à la zone de réserve, il y a juste une petite vitrine qui permet de voir une partie des collections exposées alors que le public ne peut pas rentrer dans les réserves voir les collections, et puis un endroit où on voit le dessous de la charpente, parce qu'on profite de cet endroit-là aussi pour prendre l'air neuf, faire les désenfumages. Donc là, on a une verrière, et puis la ventilation de la salle pédagogique, on a une ventilation qui passe par ces fenêtres-là, qui évacue l'air chaud de la salle, de cette salle-là. La petite banque d'accueil faite avec un espèce d'empilage de planches de chêne. Donc l'intérieur du bâtiment, autant l'extérieur du bâtiment est tout bois, à l'intérieur on est tout blanc ou un peu noir, mais on n'a pratiquement plus de bois, il y a un effet de contraste voulu, hormis la banque d'accueil, et puis et voilà, on a ce genre de rapport intérieur-extérieur avec cette résille qui filtre les vues. Ça c'est une autre vue depuis un autre endroit du bâtiment, avec la gare et les trains au fond. Les vieux trains de collection. Ces vieux trains, en fait, ils amènent les visiteurs depuis la gare jusqu'au village reconstitué dont je vous parlais tout à l'heure, qui est à 3-4 km de là. Donc ça, c'est un projet qui n'est pas construit encore, qui se construira peut-être un jour, mais qui pour le moment est suspendu. Ça, c'est autre chose, c'est un très gros bâtiment dans un milieu urbain, un bâtiment de 20 000 m², avec une demande du client. Donc, ce sont les bureaux du Conseil régional Auvergne. La demande du client, c'était un bâtiment avec un peu exemplaire sur le plan de la performance environnementale, consommant très peu d'énergie, utilisant beaucoup la ressource locale, le pin de Douglas, qui est largement produit dans les forêts du Massif central. Et donc, ici, alors, en fait, je vais revenir à cette image-là. Le contexte, c'est la périphérie de Clermont-Ferrand, à côté de la vieille ville de Montferrand, qu'on voit là. Et puis, le long d'un boulevard un peu passant, une zone d'habitat social des années 60 avec des grandes barres, une zone pavillonnaire, un contexte vraiment compliqué. Alors, l'image du projet, c'est un peu
le reflet de ce que c'est qu'un hôtel de région. L'hôtel de région, il y a deux parties dans le programme. Il y a une partie, c'est la partie du haut, où il y a tous les bureaux de tous les services qui font fonctionner une région, le service des lycées, le service de l'environnement, le service, enfin plein de services, la pairie régionale. Bon. Et donc c'est le haut du bâtiment et qui correspond à cette structure, en Douglas, structure bois. Et puis il y a toute la partie d'hôtel de région qui est plutôt ouverte au public avec salle d'assemblée, toutes les salles de réunion, et donc qui correspond à la partie basse du programme. Et donc cette façade, c'est à la fois, on montre à la fois comment le bâtiment est construit, c'est-à-dire qu'il a deux niveaux, alors c'est un peu comme l'école, mais avec deux niveaux de plus, c'est-à-dire un socle en béton et puis des niveaux supérieurs en structure bois, poteaux et plancher. En même temps, on voit que, alors ce qui est intéressant, c'est que on ne voit pas bien sur cette image-là, mais devant le bois, on a une grande enveloppe en verre qui est faite en dentelle de verre qui va non seulement protéger le bois des intempéries, ce qui est bien pour le vieillissement du bois, mais aussi qui va créer un matelas thermique qui va nous permettre d'avoir une gestion un peu poussée, un peu intelligente du confort thermique et des consommations dans le bâtiment. Et donc une enveloppe en verre qui va à la fois passer devant les façades des bureaux, mais aussi devant des espaces végétalisés, des grands jardins intérieurs, mais qui vont devenir des atriums recouverts par des verrières. Et donc il y a une espèce de projet de bâtiment enveloppe, avec une enveloppe thermique à partir de laquelle on a construit tout un lieu à la fois agréable parce que scandé par ces jardins intérieurs et en même temps thermiquement très performant. Donc on a voulu fortement végétaliser ce site-là et que ces jardins intérieurs se prolongent vers l'extérieur, faire des zones de parking, donc il y a un parking ici pour les visiteurs, le traiter en parc avec des liaisons piétonnes ici, enfin, un site non pas fermé mais ouvert à la ville et pour établir aussi une transition avec cette zone qui est derrière. Donc schématiquement, ça c'était une des premières maquettes qu'on avait faites. Voilà. Donc vous voyez un peu comment est conçu le bâtiment. À l'époque, il n'y avait pas encore la décision de construire une extension qui poursuit cette aile-là. Donc une grande rue centrale qui est ici, qui irrigue différentes ailes de bureaux, et puis donc des verrières qui couvrent ces atriums. Donc un plan, ça c'est le plan du rez-de-chaussée, on entre, on a des espaces de réception, exposition, les élus, toute la salle d'assemblée qui est dans le premier atrium, tout ensemble de salles de réunion, un autre atrium ici avec la bibliothèque, enfin pas la bibliothèque, l'espace là où les chercheurs travaillent, consultent les documents, je ne sais plus comment ça s'appelle, documentation peut-être. Oui. Et donc ça c'est une vue quand on entre dans le bâtiment. C'est pas une façon d'entrer, on n'a pas passé une porte, on n'est pas dans un lieu, on est encore très en continuité avec le parvis, avec l'espace de la rue, à cause justement de la présence de ces atriums, de la double hauteur. Là on est dans ce socle-là, il y a certains espaces qui sont en double hauteur et un peu plus loin, on a deux niveaux. Ça c'est un plan d'étage courant. Avec donc cette grande rue centrale, toutes les salles de réunion qui sont regroupées ici, qui du coup, les salles de réunion ont des belles vues à travers les atriums vers la chaîne des volcans d'Auvergne, qui est plutôt de ce côté-là. Et donc des circulations très largement vitrées, très ouvertes vers les patios. Donc des bureaux avec une grande hauteur sous plafond pour avoir beaucoup de lumière naturelle.
et puis toute une structure, bois. Donc ce qu'on voit en façade, c'est vraiment la structure porteuse du bâtiment. Et là, on doit voir sur cette image-là tout le système de ventelles qui sont pilotés par des sondes de température qui permettent d'éviter que quand il y a beaucoup de soleil, la double façade se transforme en serre et que du coup ça finisse par être une nuisance au lieu d'être une qualité. Donc à ce moment-là, les sondes de température pilotent l'ouverture de ces ventelles qui vont toutes s'ouvrir. Et puis quand la température est redescendue, elles peuvent se refermer si on a besoin d'utiliser ce matelas thermique. Alors ça, c'est un projet qui se fait avec l'assistance de nombreux logiciels de simulation thermique. On vérifie que dans chaque coin du bâtiment, les bureaux en hauteur, dans les façades exposées, vont pas être sujets à des surchauffes, et on règle au mieux toute la capacité générée par des cellules photovoltaïques en verrière des atriums, par des puits canadiens aussi qui complètent, des échangeurs qui récupèrent la chaleur de l'air extrait pour ensuite préchauffer l'air neuf. Enfin, on a un certain nombre de dispositifs qui nous permettent d'atteindre une performance, je crois, de 38 kWh par mètre carré par an, qui est quelque chose de très très bien pour un bâtiment tertiaire. Donc ça, c'est une vue d'un des atriums avec les panneaux en bois, vous voyez, qui sont devant les façades. Plus on monte et plus on est près de la lumière diffusée par les atriums, plus le rythme est serré. Par contre, plus on est bas, plus on a besoin de lumière et plus le rythme des panneaux opaques s'écarte. Ça, c'est la salle d'assemblée qui est traitée comme une espèce de gros galet en bois. Voilà. Et donc ça, c'est le fameux tableau qui montre que voilà, les performances auxquelles on arrive avec le chauffage, rafraîchissement, l'électricité, etc. Et donc, ce qui est intéressant dans ce projet-là, et ce qui est finalement, c'est ce que j'ai expliqué aux élus quand ils étaient un peu déroutés par une architecture à laquelle ils n'étaient pas forcément habitués. Je leur disais, oui, mais on a changé d'ère, on est dans une ère aujourd'hui où l'expression d'un hôtel de région, c'est pas forcément de mettre de la pierre en façade pour dire que c'est un bâtiment important, c'est plutôt d'avoir une attitude exemplaire et de dire, voilà, notre bâtiment, il a cette architecture-là parce que c'est un bâtiment qui introduit des dispositifs environnementaux, et c'est ces dispositifs environnementaux, c'est le bois des structures, c'est tout ça qui va faire son image architecturale, plutôt que des matériaux nobles qui vont affirmer le caractère important de l'institution. Alors je crois qu'il est temps de conclure parce que j'ai peut-être été un peu long. C'est vrai que tous ces sites, tous ces contextes, ils recèlent des potentialités sur lesquelles il faut vraiment être attentif avant de démarrer un projet. Il faut voir un peu quels sont les... Moi, je développe une démarche architecturale qui est nourrie par une culture du paysage. Je ne veux pas dire une culture dans le sens labourer les champs, je veux dire une culture... en fait, je côtoie des paysagistes depuis maintenant 15 ans. J'ai régulièrement eu l'occasion de travailler avec eux sur des concours, sur des sites extrêmement variés, dans des contextes urbains, périurbains, naturels. Et les paysagistes, c'est vrai, ils ont une approche vraiment sensible, une analyse de ce qui est visible sur un site, mais ce qui ne l'est pas, ce qui précédait, ce qu'il y avait avant. Et ils essayent de faire ressortir une identité d'un lieu à travers le projet, donc de révéler à travers les projets des spécificités locales, une richesse locale. Bon. Et cette façon qu'ont les paysagistes d'interroger les contextes, c'est vrai que je me la suis un peu appropriée moi pour faire de l'architecture. Donc c'est vrai que c'est cette
tout ce que j'ai puisé à leur contact m'aide beaucoup à dépasser une analyse un peu rapide des sites. Et puis voilà. Puis je crois aussi qu'à l'heure d'une prise de conscience indispensable des enjeux environnementaux, la façon dont tous nous agissons sur la modification de notre environnement nécessite une attention accrue. C'est vrai que l'architecture mondiale, on a tendance à voir un peu les mêmes projets un peu partout. Ça a une tendance à une uniformisation. Il y a une circulation des images qui est permanente et les projets ne sont même pas construits. Et moi, j'essaie de contribuer modestement à l'émergence de projets d'architecture contemporaine, mais vraiment contextuels, attachés à des réalités locales. Voilà. Je vous remercie.